Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir pour cette dernière vidéo de l'année 2024 où ensemble, nous allons revenir sur l'activité de cette chaîne durant cette année, mais également des différents événements nationaux et internationaux que nous avons vécus. Et cela me permettra également de vous présenter quelques nouveautés pour l'année 2025. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais présenter mes liens d'intérêt auprès de vous, sachant que je n'en ai aucun puisque je suis apartisan, asyndical. J'agis en mon nom propre et uniquement en mon nom propre, puisque vous êtes mes contributeurs et je vous en remercie beaucoup d'avance, sachant également que je n'appartiens à aucun mouvement ni corporation. Donc de ce fait, je ne suis pas franc-maçon, ni membre du Rotary Club, Lions Club ou de quelque réseau que ce soit. Je suis totalement indépendant intellectuellement et financièrement. Ensuite, je ne suis pas suicidaire, je n'ai pas de casier judiciaire et je suis bien sûr entièrement responsable des propos que je tiendrai durant cette vidéo. Merci de mettre un pouce, de partager, de vous abonner à la chaîne. Et derrière moi, donc pour conclure cette année 2024, quelques ouvrages que je vous présente, que vous connaissez déjà pour certains, notamment Anthony Fauci, Bill Gates et Big Pharma de Robert Kennedy, et l'actualité en reparle. Robert Kennedy, donc, qui va être le nouveau ministre de la Santé de Donald Trump à partir du 20 janvier 2025. Vincent Jauvert, la mafia d'État. Christian Girondeau, la religion écologiste. En dessous, Alexis Hopte, discours de la servitude intellectuelle, inspiré du fameux La Boétie pour la servitude volontaire. Vincent Jauvert, les intouchables d'État. Et Philippe Guillemant, le grand virage de l'humanité. Le clan des seigneurs de Paul-Antoine Martin. À ma droite, la regrettée Claire Sévrac, qui nous a quittés le 25 décembre 2016. Donc j'ai une pensée pour Claire aujourd'hui et qui fera l'objet d'une soirée spéciale le 9 mars prochain. Également Gérard Davet, Fabrice Lhomme, un président ne devrait pas dire ça. Edward Snowden, mis mort-vive. Juan Branco, qui fait l'actualité avec son ouvrage Coup d'État. En dessous, l'école sous emprise de Jean-Paul Brigelli. Jean-Michel Jacquemart à Festin, ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. L'Empire du mensonge, tome 3. Et Faites-les lire de Michel Desmurger. Merci donc d'être présent jusqu'au bout de cette année avec moi sur cette chaîne YouTube. En attendant, je vous dis à tout de suite. Donc nous voici au bilan de cette année 2024 où rien ne nous aura été épargné, notamment au niveau politique. Je vais y revenir dans un instant parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. D'abord, je voudrais vous remercier. Une fois n'est pas coutume, également, merci infiniment de votre accompagnement durant toute cette année 2024 puisque le 1er janvier dernier, vous étiez 7600 sur la chaîne. Aujourd'hui, vous approchez des 37 600, donc presque 30 000 d'entre vous se sont abonnés à la chaîne. Et ce n'est pas rien, surtout pour quelqu'un comme moi qui a démarré en bas de l'échelle avec cette chaîne YouTube il y a presque 7 ans avec un reportage sur le harcèlement scolaire. On était à peu près 554 lorsque j'ai démarré les émissions. C'était le 16 février 2023. Et désormais, à l'approche du 16 février 2025, on approche des 40 000 abonnés. Donc un immense merci pour cela. Votre confiance me touche profondément. Votre soutien, votre fidélité également. Ce sont des valeurs qui deviennent de plus en plus rares. Et donc un grand merci. Je remercie également infiniment notamment les modérateurs qui m'accompagnent depuis presque 6 mois. Luc, Maïtouk, Dom, Franco, et qui modèrent à chaque émission justement les commentaires et qui s'assurent du respect de la courtoisie de tous les côtés. Ils font un travail difficile et ils m'ont avoué que depuis toutes les années où ils font de la modération, jamais ils n'avaient vu autant de trolls, autant de détracteurs, autant de pseudo-chevaliers du web qui essaient de faire leur loi et qui essaient d'imposer leurs convictions aux autres, autant de tyrans du web. Mais pour autant, je les remercie également, ces individus-là, qui sont souvent sous des pseudos fallacieux et voire médiocres. Et je les remercie parce que grâce à eux, cela m'a renforcé dans ma motivation à continuer cette activité en 2025 et à vous proposer toujours plus de nouveautés, mais aussi de thèmes et d'invités parfois controversés. Alors justement, cette année 2024 a commencé pour moi d'une manière
assez atypique puisqu'on m'a proposé plusieurs projets et je voudrais également remercier tous ceux qui m'ont permis aussi de découvrir de nouvelles expériences, notamment Mike Borowski sur Géopolitique Profonde, qui dès le début du mois de janvier m'a proposé de participer à ces émissions comme invité chroniqueur. Donc j'ai eu l'occasion de côtoyer notamment Valérie Bugaud, Pierre Jovanovic, mais également Nicolas Stocker et d'autres. Donc je les salue, je les remercie pour ces rencontres. Je voudrais aussi remercier mon camarade Rémi de Juste Milieu, auquel je contribue bénévolement, autant que faire se peut, puisque j'ai pu écrire quelques articles, notamment sur le harcèlement scolaire, sur le journalisme indépendant ou sur d'autres sujets, sachant qu'en 2025, eh bien, je vais essayer de contribuer également au banquet avec d'autres articles. Et puis, je voudrais également remercier TV Liberté, par l'intermédiaire de Martial Bilt et d'Éric Morillo, que j'avais reçu sur cette chaîne en février. Et c'est notamment via l'émission avec Éric Morillo que j'ai commencé à décliner mes conflits d'intérêts potentiels et à demander aux invités de le faire. Donc, ça fait presque 1 an que cela se fait. Désormais, c'est devenu une forme de norme sur cette chaîne YouTube. Et cela permet aussi de travailler en toute transparence avec vous, cher public. Et grâce à Éric Morillo, justement, j'ai pu être sur Bistro Liberté, qui a été une belle expérience, qui m'a permis aussi de côtoyer Jean Lassalle, face à qui j'ai pu dire ce que je pensais aussi sur ces fameuses preuves comme quoi Macron n'aurait pas été injecté. Alors, comme disait l'autre, je ne m'attendais à rien, mais j'étais quand même déçu. Je me doutais que Jean Lassalle ne dirait pas grand-chose, mais voilà, j'ai eu ma réponse, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas ou qu'il n'avait pas forcément de preuves. Bref, passons. Néanmoins, voilà, ces expériences-là m'ont formé, m'ont permis aussi de mûrir, de grandir, parce que c'est important et il n'y a pas d'âge pour cela. Et puis, cette année, il y a eu une 100e et une 200e émission. Au total, on a eu à peu près 179 émissions sur cette chaîne, du 7 janvier jusqu'au 13 décembre dernier, puisque mon premier invité de janvier était Sébastien Jalamion, ancien policier, et puis Sarah Jane Ifra était ma dernière invitée, et elle sera une de mes premières invitées le 7 janvier prochain pour la soirée spéciale consacrée aux 10 années de la tragédie de Charlie Hebdo, et avec une soirée consacrée à la liberté d'expression. De ce fait, sur ces 179 émissions, comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. J'ai beaucoup appris cette année. J'ai beaucoup appris en tout point de vue, que ce soit sur le plan de la lecture, que ce soit sur le plan aussi des relations humaines. Et de ce fait, eh bien, cela m'a permis aussi de côtoyer beaucoup de gens. J'ai eu bien sûr aussi quelques déceptions, j'ai eu quelques retournements de veste, parfois quelques trahisons. Bref, ça fait partie du jeu, je l'assume, j'en prends mes responsabilités également. Et de ce fait, c'est pour ça qu'en 2025, j'ai pris quelques dispositions dont je parlerai tout à l'heure, mais qui va concerner tous les invités et qui me permettra aussi eh bien, de, on va dire, professionnaliser encore plus ces émissions, comme lorsqu'on fait un tournage ou qu'on passe à la télé, par exemple. Alors, ensuite, en matière d'événements, nous avons vécu beaucoup de choses. Déjà, une instabilité politique permanente. Ce que je retiens de cette année, ce sont notamment la dissolution du Parlement au mois de juin, le 9 juin, suite aux européennes. Première dissolution depuis 1997. Et je rappelle d'ailleurs à l'époque que c'est Dominique de Villepin qui a sollicité Jacques Chirac pour qu'il dissolve l'Assemblée nationale, et qui a permis ensuite à Lionel Jospin de faire la cohabitation, puis ensuite au Front National d'arriver au second tour en 2002. Donc de ce fait, il faut rappeler aussi quelques éléments historiques pour savoir d'où l'on vient. Et donc cette dissolution, finalement, a permis à des courants politiques d'émerger, mais le respect de la démocratie, si tant est il y a encore une démocratie, eh bien, a montré que finalement, au sommet, il y avait quelqu'un qui agissait seul, sans demander l'avis à quiconque, et qui agissait comme s'il était seul à bord du navire où il y avait quand même 60 millions de Français. 67 millions de Français. Ensuite, il y a eu également les législatives anticipées et il y a eu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, cérémonie internationale et humiliante pour la France, puisque l'image de la France a été totalement détruite, écornée, avec le wokisme, le satanisme, avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui dans la dystopie orwellienne de 2024-2025. Et donc, à partir de là, eh bien, nous avons continué à subir ces humiliations permanentes, sachant que sur le plan sanitaire,
Il y a eu notamment des personnels suspendus à nouveau, j'allais dire, ou certains qui n'ont jamais été désuspendus, si je puis dire. Je pense notamment à mon camarade Denis Agré, qui a été radié à vie, chose inimaginable dans le pays des droits de l'homme, soi-disant. J'aimerais avoir aussi une pensée pour tous les personnels suspendus, leurs familles, leurs proches, parce que c'est quelque chose que j'ai moi-même connu. J'ai été un ancien suspendu en 2022, donc je sais à quel point être considéré comme des gens qui ne sont rien, des non essentiels, c'est dur psychologiquement, mais de la part d'un système totalitaire, ce n'est pas étonnant. Et donc, nous sommes en guerre, donc il faut y répondre, il faut agir en conséquence. Et cette guerre, elle concerne tous les aspects, l'information, la santé, l'école également, l'économie, la justice, etc., etc. Ensuite, il y a eu la réélection de Donald Trump le 5 novembre, qui a marqué le monde entier, et qui fera l'objet notamment d'émissions au cours du mois de janvier, puisque je recevrai Joe Masso au courant du mois de janvier. Donc ça permettra aussi d'avoir différents sons de cloche. Et puis la réouverture de Notre-Dame, qui a suscité aussi beaucoup de polémiques, avec des discours faits à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, avec à chaque fois que le président de la République se déplace ou agit, tout cela provoque toujours des scandales, puisque rien ne se fait de manière sobre, solennelle, classique et dans le respect des institutions et de la Constitution notamment, et voire même de la laïcité, ou en tout cas de la séparation de l'Église et de l'État. Et puis, bien sûr, j'aimerais avoir une pensée aussi pour nos compatriotes mahorais, puisque ce qu'ils ont vécu ces dernières semaines est un choc, forcément. Et je ne commenterai pas ce qui a été fait politiquement parlant, mais voilà, chacun se fera son opinion sur le sujet. Et j'allais oublier, bien sûr, la libération de Paul Watson également, ce lanceur d'alerte. Donc il y a quand même quelques bonnes nouvelles au-delà de ce chaos, et beaucoup d'apocalypse, des masques qui tombent, des gens qui se révèlent, pour le meilleur comme pour le pire, mais souvent c'est dans le pire qu'ils sont le meilleur, comme disait Coluche. Voilà. Donc à partir de là, tout cela nous amène à parler aussi de 2025. Alors, bien entendu, il y a eu aussi des arrestations récemment de certains dissidents, de certaines personnes que je connais, puisque je les ai reçues sur la chaîne, notamment Bertrand Scholler, que je salue. Et encore une fois, quelles que soient nos idées, arrêter quelqu'un sur ses idées, pour moi, ça reste révélateur d'un système, d'un rouage politique, sachant quand même que aujourd'hui, un pédocriminel s'en sort presque mieux que quelqu'un qui a des idées qui dérangent le système. Et comme disait Olivier Marchal, quand on pense qu'un mec qui braque une banque prend plus cher qu'un mec qui encule un môme, tout est dit. Voilà. Et je rejoins sa pensée là-dessus. Tout est dit. Et tout nous montre que 2025 va être une année intense, va être une année compliquée, et que la guerre va continuer dans tous les sens du terme. À titre personnel, il m'est arrivé aussi de recevoir des attaques, des campagnes de diffamation, de harcèlement, de cyberharcèlement. Et donc, voilà, ça fait partie du jeu. Je l'accepte. De toute façon, je n'ai pas le choix, mais pour autant, je ne cautionnerai pas et je résisterai. Je ne serai soumis à aucune pression et je ne me laisserai pas faire, quoi qu'il arrive. Alors, c'est pourquoi, justement, pour 2025, une nouveauté que j'ai mis en place récemment et que je fais valider par des avocats, c'est une attestation sur l'honneur que je vais vous lire, parce que cette attestation sera envoyée à tous les invités que je vais recevoir prochainement, et elle devra être signée pour que l'émission puisse avoir lieu. Pourquoi cette attestation est mise en place? Tout simplement parce que certains invités, pour X raisons, eh bien, m'ont demandé de supprimer une émission qu'ils ont faite avec moi. Alors, ça arrive rarement, c'est vrai, mais il m'est arrivé de recevoir une invitée, par exemple, dont l'enquête était en cours, et elle me l'a dit a posteriori de l'émission. Alors, j'ai aussi ma part de responsabilité, parce que je n'ai pas forcément poussé l'enquête jusqu'au bout, parce que j'ai eu encore des failles, ou que j'ai fait confiance peut-être trop vite. Ça peut arriver, personne n'est parfait, et souvent les donneurs de leçons ne sont pas les plus exemplaires en la matière. Donc, voilà. Mais pour autant, eh bien, je me suis dit, si 50 personnes me font ça, le temps investi, le travail fourni en amont, et puis le temps du direct aussi, qui est du temps de travail, et qui est du temps d'énergie, parce que je me donne à 150% quand je fais un direct. Je pense que
vous vous en rendez compte vous-même, eh bien, fait que je ne veux plus, eh bien, prendre de risques en la matière et donc je souhaite assurer une sûreté et une sécurité pour les émissions à venir. Donc voilà pourquoi cette attestation, je vais vous la lire telle qu'elle a été envoyée aux avocats pour avoir leur retour et leur avis. Donc cette attestation sur l'honneur, je sous-signais un tel, demeurant tel endroit, atteste sur l'honneur que je participe à une émission en direct le telle date sur la chaîne YouTube de Nicolas Bouvier, journaliste indépendant. Je m'engage à ne pas demander la suppression de la vidéo de ma participation a posteriori, entre guillemets, de l'émission en direct, sauf si la plateforme supprime la vidéo ou en cas de décision de justice demandant cette suppression. Aucun montage ni suppression de la vidéo ne sera possible a posteriori. Je prends donc l'entière responsabilité de ma participation et de mes propos durant l'émission, dans les limites de la loi. Je m'engage à respecter le public ainsi que l'animateur et à ne pas les importuner après l'émission en cas de désaccord et de divergence de point de vue. Je cède mon droit à l'image à l'animateur pour la promotion de l'émission a priori, durant l'émission en direct, ainsi qu'à posteriori pour la publicité. Fait pour servir et valoir que de droit, fait-le à et la signature. Et donc, s'il n'y a pas de signature, il n'y a pas d'émission. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle règle, ce qui permet aussi d'assurer une sécurité et de pouvoir aussi savoir à qui je m'adresse et si je peux faire confiance. Alors, pour moi, c'est une formalité, cette attestation, et ça doit l'être pour l'essentiel des invités que je vais recevoir l'année prochaine. La plupart du temps, c'est notamment au niveau des victimes qui témoignent, des anonymes, etc., où là, on ne connaît pas forcément, on ne sait pas sur qui on peut tomber, etc. Donc, comme un contrat de tournage, par exemple, mon reportage sur le harcèlement scolaire que j'ai tourné en 2012 et qui a créé cette chaîne YouTube indirectement, eh bien, j'ai eu 4 pages de contrat à signer. Moi, mes proches et même les personnes qui sont intervenues dans le tournage, même 5 minutes, pour le droit à l'image, etc. Donc maintenant, je vais faire la même chose parce que ça me paraît naturel et parce que je n'ai pas envie de perdre du temps à faire des émissions pour ensuite les supprimer. Je pense que vous le comprendrez. Ah, pardon. Ensuite, cette année aussi a révélé des invités. Des invités, alors je les cite telles qu'elles me viennent à l'esprit, mais bien sûr, je ne peux pas citer tout le monde, mais des personnes qui ont marqué cette chaîne YouTube. Il y a eu notamment Sylvie Charles, qui reviendra d'ailleurs fin janvier pour les mises à jour de son combat et son entrée en résistance. Virginie Dornier également. Il y a eu bien sûr Marion Sigaud avec sa formidable conférence sur la Révolution française qui approche des 70 000 vues, qui est quand même le record absolu de cette chaîne. Mais au-delà des chiffres, des statistiques et des algorithmes, qui ont leur importance, c'est vrai, mais qui ne font pas tout, c'est aussi la qualité du débat, la qualité des intervenants que j'ai reçus. Alors souvent, vous me dites merci pour la qualité des intervenants, mais moi, c'est surtout merci les intervenants pour leur confiance, parce qu'au départ, entre guillemets, je n'étais rien. Et je ne suis pas beaucoup plus aujourd'hui, je ne suis qu'un maillon de la chaîne, ou en tout cas, comment dire, ce que certains appellent un média ou un journaliste, un animateur d'émission qui essaye de mettre sa pierre à l'édifice. Alors, mes détracteurs disent que je suis un pseudo-journaliste, une opposition contrôlée, une fausse dissidence, que le grand bien leur fasse. Moi, je sais qui je suis, et quand je me regarde dans le miroir, j'ai pas honte. Et d'autres, par contre, devraient avoir honte de leurs propos. Mais en attendant, moi, je fais mes preuves émission après émission. Quelles sont leurs preuves à eux? Quels sont leurs bilans? Quels sont leurs constats? Voilà. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de choses comme ça. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que vous savez, comme disait Eleanor Roosevelt, les grands esprits parlent des idées, les esprits moyens parlent des événements et les esprits médiocres parlent des gens. Et la médiocrité est suffisamment la norme, la tyrannie de la médiocrité, comme dit Sophie Cognard. Donc, je n'ai aucune envie d'être abaissé au niveau des égouts. Voilà. Donc, je préfère être nivelé vers le haut et je remercie l'essentiel des intervenants, comme ceux que je viens de citer, pour avoir nivelé les émissions vers le haut, y compris sur des sujets très complexes, comme la pédocriminalité, la cybertorture ou autres. Et ça me permet d'ailleurs, de repartager à nouveau une charte que vous connaissez désormais, puisque je l'ai souvent citée dans les émissions, c'est la fameuse charte de Munich. Parce que je me rends compte qu'elle est très méconnue, qu'elle est très critiquée, que beaucoup considèrent qu'elle n'a aucune portée juridique. Alors pour moi, la charte de Munich, elle est à mettre sur le même plan que le serment d'Hippocrate, que
notamment le serment des avocats. Je dirais presque comme la Constitution, même si ce n'est pas de la même teneur, mais voilà, la charte déontologique de Munich, donc elle est claire. Signée le 24 novembre 1971 à Munich et adoptée par la Fédération européenne des journalistes, référence européenne concernant la déontologie du journalisme, rédigée avec le concours de Paul Parisot, président du syndicat des journalistes français, CFDT, devenu une union syndicale des journalistes, CFDT. Les 10 devoirs de la charte. Ça doit être affiché dans toutes les rédactions, théoriquement. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique. Ce qui implique que le lundi, je peux inviter quelqu'un qui est, je vais dire n'importe quoi, qui est pour Israël, et le mercredi, je peux inviter quelqu'un qui est pour la Palestine. Voilà, ça fait partie du journalisme. Ça dérange, mais c'est comme ça. Publier seulement les informations dont l'origine est connue ou les accompagner, si c'est nécessaire, des réserves qui s'imposent. Ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents. Très important. S'obliger à respecter la vie privée des personnes. Et à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, voire même de l'intelligence artificielle, il est de plus en plus compliqué d'avoir une séparation entre le privé et le public. D'ailleurs, l'exemple du secret médical qui est en train d'être aboli en est la preuve. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste de privé? Sauf ce qu'on décide de ne pas publier. Voilà, c'est pour ça que la vie privée des personnes, pour moi, elle est fondamentale. Et à chaque émission, eh bien, je demande à l'invité ou aux invités présents, s'ils ont des sujets tabous, s'il y a des choses qu'il ne faut pas évoquer. 99% du temps, il n'y a aucun problème. Alors parfois, il peut y avoir, je ne veux pas parler de ma vie privée, ça je respecte, c'est un sanctuaire, c'est normal. Moi, je ne veux pas qu'on parle de ma vie privée, je ne veux pas en parler, c'est mon droit, c'est mon choix, ça n'a rien à faire sur la place publique et c'est très distinct de mon activité, donc ça c'est normal. Pour autant, voilà, il y a cela. Ensuite, rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte. Voilà, donc par exemple, les mea culpa, alors il arrive comme tout le monde de faire des erreurs, de se tromper, donc il faut savoir rectifier. C'est pas toujours facile, ça demande aussi un certain courage, mais il faut le faire, autant que faire se peut. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement. Ça aussi, c'est pareil. À l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, sur X, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment on peut savoir la composition d'un gouvernement avant l'heure, avant la présentation par Alexis Kohler. Ça veut bien dire qu'il y a des fuites, etc. Et que si on était vraiment strictement dans la charte, la moitié de ce qu'on connaît aujourd'hui n'existerait pas, ou très peu. Donc, on voit déjà qu'il y a énormément de travail en la matière. Ensuite, s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement, ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une information. Alors ça devrait aussi s'appliquer, j'allais dire, aux internautes, mais également, voilà, même parfois à certains invités que j'ai pu recevoir, très peu, mais qui ont eu tendance à profiter de l'antenne pour diffamer, etc. Ça, c'est rédhibitoire. Je ne cautionne pas. Ensuite, ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste. N'accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs. Bon, ça, malheureusement, quand on suit les médias traditionnels, on a du mal à faire la distinction. Et quand certains journalistes ont été porte-parole de partis politiques ou ont déjà été encartés politiquement, quand on revient dans la sphère journalistique, c'est un peu, vous savez, c'est un peu comme un président de la République qui redevient député, quoi. Il y a un truc là qui, voilà, il y a un truc qui colle pas. Enfin, à mon humble avis. Refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction. Alors ça, les pressions, c'est quelque chose que l'on connaît, que je connais aussi. Les influences, enfin les tentatives aussi, les suggestions d'inviter, ça c'est une chose, mais pourquoi tu as invité lui et pourquoi tu m'invites pas moi? Voilà, ça c'est quelque chose sur lesquels je suis, mais je pense que tout le monde, au niveau journalistique, est tiraillé comme ça. Donc, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de psychologie derrière. Et c'est très pervers. Donc, ça, il faut avoir une force mentale. Ça, en coulisses, on le vit régulièrement. Donc, ça, il faut faire attention. Et ce n'est pas toujours facile de résister. Les 5 droits de la charte. Donc, les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas
être opposé au journaliste que par exception en vertu de motifs clairement exprimés. Donc après, il y a aussi quand une affaire est en cours, etc. Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu'elle est déterminée par écrit dans son contrat d'engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement appliquée par cette ligne générale. En fait, c'est très simple. Quand on me dit faites tel sujet, faites ceci, faites cela, quand on me donne des injonctions, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. En tout cas, moi, quand on m'oblige à faire quelque chose que j'ai pas l'intention de faire urgemment, et qu'ensuite on me diffame, on me calomnie, etc. Voilà. Ça, c'est en plus, c'est condamnable pénalement. Le cyberharcèlement, c'est du pénal, hein. Faut s'en rappeler, faut le savoir. Donc ça, non, c'est rédhibitoire. Pourriez-vous, s'il vous plaît, voilà, si on met un peu de respect et de courtoisie, vous savez, c'est comme dans la rue, hein, si on va voir quelqu'un et qu'on lui fout une tarte dans la gueule, ça va pas lui plaire. Moi, si quelqu'un vient m'agresser dans la rue, je vais mal réagir, c'est normal. Par contre, si quelqu'un, vient gentiment: «Bonjour monsieur» ou des choses comme ça, mais alors on peut faire des miracles. Voilà. C'est la période censée être des miracles, donc pour 2025, c'est important de s'en rappeler. Moi, je suis prêt à parler de beaucoup de sujets et cetera. Après, il y a des priorités, il y a l'actualité, on ne peut pas parler de tout et puis je rappelle que je ne suis pas seul à faire les émissions, hein. Il y a des dizaines de médias différents. Alors que certains soient jugés d'opposition contrôlée ou quoi que ce soit, c'est le problème de chacun. Moi, je ne suis pas là pour dire un tel a tort, un tel a raison. Et ça, c'est important de l'expliquer parce que dans cette charte, il y a quelque chose qui n'est pas ajouté, qu'il faudrait ajouter si elle était réactualisée, c'est que le journaliste n'a pas pour vocation à, comment dire, à devenir ou à se substituer à un procureur, à un arbitre, à un juge, à un magistrat ou autre. Le journaliste, il est là pour dire les faits. Là, en l'occurrence, sur ma chaîne, pour donner la parole à des gens qui, et ça, c'était la ligne générale comment dire, des vidéos, des émissions, à des gens qui n'ont jamais la parole ou très peu, qui ont des choses à dire sur des sujets importants. Je ne suis pas TPMP, si vous voulez. Je ne suis pas là pour faire du putaclic, pour faire des débats sanglants, etc. Voilà, moi, ça ne m'intéresse pas du tout ça. Donc, ce n'est pas la peine de me dire, ouais, en faire des comptes bad box, etc. Non, l'affaire Trogneux, je ne l'ai pas traitée façon Paris Match et voici. Ça ne m'intéresse pas. Donc, si ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas la peine d'insister. Je l'ai fait sous l'angle juridique avec Maud Marian et d'Angléen. Et après, on pourra m'insulter, m'injurier, faire quoi que ce soit, ça n'y changera rien. Je décide ce que je veux sur ma chaîne YouTube à titre individuel, personnel. C'est tout. Celui qui n'a pas compris ça, il se désabonne et il va voir d'autres médias. C'est aussi simple que ça. Voilà. Moi, je n'insulte personne en général, mais il ne faut pas qu'on vienne m'emmerder là-dessus. C'est une question de principe. Ensuite, donc le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou à sa conscience. Donc pareil, des cas, des polémiques publiques sur certains sujets où on me demande de prendre parti, de faire des mises au point ou quoi que ce soit, non, ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas là pour dire un tel a tort, un tel a raison, un tel est un connard, l'autre c'est un enculé, etc. Non, ce n'est pas ma façon de travailler, ce n'est pas ma philosophie. J'ai reçu les deux parties en général. Voilà. Après, c'est au public et c'est à la justice de faire son boulot. On n'est pas là pour se substituer à la justice. Le problème, c'est qu'on vit en dystopie avec une inversion des valeurs où tout le monde se mêle de tout le monde, où chacun s'ingère, où des médecins ont fait de la politique et des politiques ont fait de la médecine durant le Covid. Donc, comment s'y retrouver et comment savoir, comment trier le bon grain de livret? Eh bien, cette charte, elle l'explique clairement. Donc, cette charte, elle est ma boussole. Voilà. Je ne dis pas que je n'en sors jamais et que je ne la transgresse jamais. Ce serait mentir. Et je le dis souvent que quand voilà, j'ai un coup de gueule à passer, un truc un peu perso à dire, ok, mais ça s'arrête là. Voilà. L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l'entreprise. Elle doit être au moins consultée avant décision définitive sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction, embauche, licenciement, mutation et promotion du journaliste. En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives. Bon, ça, après, c'est quand il y a des équipes de rédaction. Moi, je suis tout seul. J'ai les modérateurs qui m'accompagnent. Je les remercie à nouveau parce qu'ils ont fait un immense travail depuis l'été dernier et ils continueront de me suivre en 2025. Souvent aussi, ils sont insultés, diffamés, calomniés
et toutes les personnes qui s'attaquent aux modérateurs seront bannies d'office pour crier à la censure, à l'atteinte à la liberté d'expression. L'atteinte à la liberté de la presse, elle est aussi condamnable. Voilà, donc ça, c'est important de le rappeler. Voilà, ça, je voulais faire cette parenthèse avec vous, sachant donc que l'attestation sur l'honneur, je le rappelle, eh bien, sera envoyée donc prochainement pour tous les invités à venir en 2025. Alors, j'aimerais aussi avoir une pensée en ce moment pour tous ceux qui sont dans la solitude, dans la détresse, pour tous les enfants aussi qui sont dans des situations intolérables, dans les placements, etc. Et puis, je voudrais vous remercier aussi, cher public, tous ceux qui ont eu la curiosité de me lire, puisque ces dernières semaines, j'ai procédé et je continue à un déstockage de mes livres. Il m'en reste 2 titres, Sentiments partagés et Renaissance. Alors là, c'est l'instant promo. Vous m'excuserez, mais simplement, voilà, c'est parce que je liquide tout mon stock de bouquins. Alors, c'était d'avant le Covid, donc j'ai rien à vendre, j'allais dire, en ce moment, de nouvel ouvrage, de nouveautés littéraires. Ça, c'est ma vie d'avant. C'est sorti en 2011 et en 2013, donc c'est un peu daté. Et je fais à 10 € les deux, sans frais de port. Sachant que en moyenne, ça vaut 6 à 7 € juste le frais de port. Donc en gros, pour être tout à fait transparent, quand j'envoie Sentiments partagés seul, ça me coûte presque 4,80 voire 5 €, sachant que je le fais à 5 €. Donc je gagne quasiment rien. C'est comme un grattage à 2 €. Je gagne 2 €, j'ai gagné ma mise. C'est un peu la même chose. Voilà, mais il m'en reste beaucoup d'exemplaires. Donc faites-vous plaisir, c'est dédicacé. Vous m'envoyez un mail dans le lien de la description. Et puis moi, je vous l'envoie ces jours-ci. La semaine prochaine, je ferai ça toute l'année 2025, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de stock du tout. Et puis pareil pour Renaissance, je le fais même tarif 5 € si c'est seul, 10 € avec Sentiments partagés. Voilà, donc faites-vous plaisir. Et puis c'est facile à lire. Et ça rappelle, ça parle du harcèlement à l'école et puis du combat aussi mené par la suite. Voilà. Alors, pour 2025, j'ai regardé un petit peu les nouveautés qu'il allait avoir sur le plan sociétal. Je suis tombé sur le net là-dessus, donc j'ai pris quelques notes. Donc, une des premières choses, ce sont pour les tickets restaurants. Moi, j'ai connu ça quand je travaillais à Lascaux. Donc là, ce sera uniquement pour les produits consommables directement, c'est-à-dire les sandwichs, fruits et légumes, plats préparés. Voilà. Donc, ça, il faut le savoir à partir du 1er janvier, donc à partir de mercredi prochain. Alors, le RSA avec les 15 heures par semaine obligatoires d'insertion, ça aussi, c'est pas mal. Fallait y penser. Voilà. Ensuite, alors ça, le pass carbone déguisé, on a eu le pass sanitaire, le pass vaccinal. Maintenant, vous avez le pass carbone partiel. Pour tous ceux qui ont des voitures diesel, c'est mon cas, mes vieux de 14 ans. Donc, ça veut dire 1er janvier 2025, ça veut dire depuis 2011. Donc, critère 3, ou ceux qui ont des voitures à essence qui remontent à 2005-2006, donc 19 ans d'âge, eh bien, ne pourront plus aller dans certaines villes, Paris, Lyon, etc. Donc, en fait, on va empêcher les gens de rouler parce que ils n'ont pas pris la bagnole dernier cri ou la bagnole électrique ou hybride, parce que c'est ça le but, hein. C'est la religion écologiste, hein. C'est uniquement ça. Voilà. Donc, l'agenda 2030 continue. Vous ne posséderez plus rien, mais vous serez heureux, comme disait Papy Schwab. Ensuite, alors comme c'est l'année de la santé mentale, eh oui, de la part de psychopathes, c'est quand même assez fort, fallait y penser. Séance de psy, une fois par mois, dès l'âge de 3 ans. Alors, je peux vous dire que dans une époque où on sort d'une période Covid, où on a enfermé de force les gens, on a fermé les librairies, les restaurants, les salles de sport, mais pas les clubs échangistes, on a dit tous vacciner, tous protégés, on a demandé aux gens de se signer une auto-attestation pour s'autoriser à sortir de chez soi, on a bâillonné de force des gamins, on a injecté des femmes enceintes, maintenant on injecte les animaux jusqu'au dernier. C'est plus de la santé mentale, là, c'est une psychiatrie nationale, voire internationale. Donc il y a du boulot. Et ensuite, les tarifs du pass Navigo qui passent de 86,40 à 88,40 €, 2,50 € en RER en Ile-de-France au lieu de 2,15 €. Et il y aura un nouveau carnet de santé. Voilà, plutôt, ça va devenir biométrique et compagnie. Voilà. Pardon. Alors, une des satisfactions que j'ai eues cette année, notamment, c'est alors déjà de faire la 100e émission. C'était en février dernier avec Pierre Hillard, où on a fait
5 heures de direct, ce qui a été un grand moment. On a fait également, avec le général Coustou, la 200e émission, en août dernier. Et puis, nous avons fait l'Éducathon, donc le marathon sur l'école. Alors, c'est tombé en pleine période d'élection américaine et en pleine période de censure aussi sur ma chaîne. Donc, ça n'a pas été très suivi, mais ça a eu le mérite d'exister. Et j'essaierai en 2025 de faire un autre marathon sur un thème important, peut-être la police, gendarmerie, etc. Donc, c'est un projet que je voudrais mettre en place pour l'année prochaine. Il y aura aussi des soirées hommages. Je vais le développer de plus en plus, sachant que en cette fin d'année, on a fait une très belle soirée en hommage à Tepa de Meta TV, qui pour moi reste une des références en matière de médias alternatifs, qui a pris beaucoup de risques, qui faisait aussi des émissions longues, qui invitait aussi des gens controversés, qui a même été condamné pour cela. Voilà, donc j'essaye de, comment dire, de m'en inspirer. Je ne suis pas là pour copier, pour prendre sa place ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais en tout cas, voilà, je remercie d'ailleurs Marion Sigaud, Pierre Hillard et Greg Tabibian qui ont participé à cette émission hommage. Ça, c'était important. Ensuite, je voudrais revenir sur un événement aussi qui s'est produit parce qu'il s'est passé tellement de choses que c'est difficile de tout se rappeler, y compris quand on prend des notes. C'est l'attaque au marché de Noël à Magdebourg en Allemagne. Pensez pour les victimes parce que ça nous rappelle bien sûr l'attentat de Nice. Et je vais essayer, si je peux, de faire une émission spéciale sur cette tragédie en juillet prochain, sachant que en termes de soirée hommage, il y aura une soirée en hommage à Claire Sévrac, donc le 9 mars, le 5 février à Daniel Balavoine avec Jean Pernin, qui me fait le plaisir de venir. Et puis, on m'a proposé aussi Emmanuel Ratier, qui a écrit sur le dîner du siècle notamment, qui avait participé à Faits et Documents. Donc peut-être que le 19 août, je ferai une soirée hommage, puisqu'il était né un 19 août. Voilà. Donc ça, ce sont parmi les projets. Après, il y a voilà, les émissions, là, elles sont calées jusqu'à mars. Je suis en train de finir le mois de mars déjà en termes d'émissions. Donc, il va falloir être patient. Je ne peux pas dire oui à tout non plus. Voilà. Après, c'est l'instinct. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je ne suis pas obligé de dire oui à tout. Alors, on peut dire après que je suis une opposition contrôlée, une fausse dissidence, un pseudo-journaliste, que j'ai peur ou que je suis lâche. On peut dire ce qu'on veut. Je reste, encore une fois, sur un principe. Je fais ce que je veux sur ma chaîne YouTube. Demandez aux autres médias. Voilà. Et vous verrez. Peut-être que les autres médias accepteront. D'ailleurs, je remercie aussi, comment dire, les invitations d'autres médias cette année, puisque j'ai pu justement intervenir sur d'autres chaînes YouTube en tant qu'invité. Et d'ailleurs, c'est en page d'accueil de la chaîne. Donc voilà, ça me permet de faire un petit bilan de tout cela. Donc on a vécu une année 2024 très complexe. Rien ne nous a été épargné. Encore avec le nouveau gouvernement qu'on vient d'avoir, on ne sait pas combien de temps il durera. Il faut rappeler que la Troisième République, qui s'est déroulée de 1870 à 1940, a duré 70 ans, avec 105 gouvernements, dont le plus court a duré 3 jours. Et puis juste 2 jours avant Noël, nous mettre un gouvernement pareil, on voit bien que Claire Sévrac avait raison en disant « ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font ». Voilà. Après, je vois beaucoup aussi sur les réseaux sociaux des candidatures émerger pour 2027, voire pour 2025. Voilà. Moi, je rappelle, je ne suis candidat à rien. C'est très clair, au moins. On m'a proposé des projets pour l'année prochaine, j'y réfléchis, mais je ne souhaite pas adhérer à un quelconque mouvement, à un quelconque parti, à un quelconque groupe, réseau quelconque. Voilà. Si je participe à quelque chose, ce sera notamment à travers les émissions, à mettre en valeur peut-être quelqu'un ou quoi que ce soit, et encore si mon planning me le permet. Parce que souvent, on me demande de venir à tel endroit, etc. Non, généralement, je ne peux pas, et puis ma situation géographique fait que je ne suis pas sur Paris, et j'ai plus envie de monter sur Paris, parce que la politique d'Hidalgo est une horreur, il faut le dire. C'est même pas une question de conviction politique, quoique un peu, mais monter sur Paris en voiture, moi je prends pas le train,
Voilà, c'est comme ça, j'aime pas le train, c'est pas mon truc. Je monte en voiture, mais pour se garer, c'est un parcours du combattant, en fait. Paris n'est pas la France. C'est-à-dire que la province et Paris, ce sont 2 choses différentes. Et là, la politique parisienne des routes, des infrastructures, et cetera, c'est une horreur. À chaque fois que je suis monté sur Paris, j'ai failli perdre mes cheveux, c'est d'une horreur absolue. Et depuis les Jeux olympiques, je pense que c'est encore pire. Donc voilà, donc si je monte sur Paris, ce sera vraiment à titre exceptionnel et il faudra vraiment que ça vaille le coup. Parce que moi, tout est de ma poche, hein. Quand je participe à des plateaux, c'est de ma poche, hein. Je ne suis pas payé pour ça, c'est bénévole. Donc je me paye l'hôtel, le péage, et cetera. Comme tout va augmenter en 2025, un aller-retour Paris, c'est en moyenne 300 € au bas mot. Donc ça, au moins, vous êtes conscient que si je monte sur Paris, je mets au moins 300-400 € de ma poche. Voilà. Donc c'est quand même pas rien. Voilà, donc en tout cas, un immense merci pour tout ce que vous m'avez apporté en 2025. Merci aux modérateurs, à nouveau. Merci aux invités, quels qu'ils soient, quelles que soient les émissions que j'ai pu faire, parce que j'ai beaucoup appris en leur compagnie. Je me suis beaucoup enrichi intellectuellement sur tous les sujets. J'ai vu différemment les choses. On a pu avoir différents sons de cloche et c'est ça le journalisme, c'est avoir plusieurs sons de cloche, y compris inviter le yin, le yang et le milieu à la fois. Et ce n'est pas une volonté de provoquer ou quoi que ce soit, ça fait partie du métier de journaliste, que ça plaise ou non. Et même si ça ne plaît pas, ça continuera comme ça. Voilà. Que ce soit, on est tous l'opposition contrôlée de quelqu'un, ça c'est ce que j'ai appris en 2024. On est tous le faux dissident, le complotiste, l'extrême droite de quelqu'un. On est tous le con de quelqu'un. Eh bien moi je le suis pour quelqu'un, quelqu'un l'est pour moi. Voilà. Peu importe. En tout cas, un immense merci pour cette année qui fut riche et intense. 2025 promet d'être incroyable. Déjà, quand je vois le programme qui nous attend pour 2025, ça va être assez riche, assez exceptionnel. Et je remercie encore une fois la confiance des personnes qui viennent sur le plateau, parce que c'est aussi, comment dire, une marque de confiance de venir et justement qui parlent des émissions, qui me font connaître aussi à l'étranger, puisque vous n'êtes pas qu'en France à me suivre, au Canada, en Nouvelle-Calédonie, etc. Vous êtes de partout. Et pour cela, un immense merci d'être bientôt 40 000 sur la chaîne YouTube. 40 000, c'est quand même une ville moyenne quand on y pense. Donc, merci de vous abonner, de mettre un pouce, de partager. Je vous dis une très bonne fin d'année. Prenez soin de vous, la santé surtout, parce que en ce moment, je connais un peu tout le monde de malade. Moi-même, j'essaye de passer à travers les gouttes, mais c'est pas toujours facile. Donc, prenez soin de vous, de la paix. C'est mon vœu le plus cher pour 2025, la paix, un peu de joie, un peu de bonheur, mais nous restons dans cet adage qui nous a été imposé, nous sommes en guerre. Donc il faut réagir, ne pas baisser les bras et surtout être unis. C'est le plus important, être unis. Donc soyons unis. Merci de votre soutien, de votre fidélité, de tous vos messages, de vos contributions, de vos courriers. Merci à vous et à l'année prochaine.